Bonjour, maître David Guillon. Vous avez plaidé le 4 novembre dernier, il me semble, un recours contre le port du masque obligatoire à l'école, le pass sanitaire pour les mineurs, ainsi que le protocole qui impose l'éviction des seuls élèves non vaccinés dès lors qu'il y a un cas contact dans une classe. Et alors, avant d'aborder la décision qui a été rendue ce mercredi, je voulais vous demander si, selon vous, ce délai de décision est-ce que selon vous, ce délai de décision est normal? Je vous pose la question d'autant plus qu'on a déjà eu en fait l'exemple dans le cadre de cette crise sanitaire de délibération du Conseil d'État qui se faisait longuement désirer. Alors oui, vous l'avez très bien rappelé, on a plaidé ensemble ce référé donc avec les parents et le collectif Enfance et Liberté le 4 novembre dernier. On s'était rencontrés physiquement devant le parvis du Conseil d'État où je vous avais livré mes quelques ressentis d'audience. Donc sans aucune surprise, il s'agit d'un rejet, un rejet donc du référé suspension, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une annulation sur un des moyens des dispositions attaquées, dispositions qui sont le port du masque, qui est l'article 36 du décret du 1er juin, le pass sanitaire, qui est l'article 47-1 du décret du 1er juin, ainsi que le cadre sanitaire qui, comme vous l'avez très bien rappelé, évince les seuls élèves non vaccinés dès lors qu'il y a un cas contact. Donc, ce premier domaine étant fait, aujourd'hui, rejet de ce recours, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une annulation sur le fond. Donc, le recours sur le fond continue, lui, sa progression. Et ce qui est intéressant, c'est l'analyse de cette ordonnance qui est quand même riche d'enseignements. Et c'est tout l'intérêt de notre interview de ce jour, c'est de voir ensemble effectivement quels sont les enseignements de cette ordonnance du 16 novembre 2021. Alors, ils sont nombreux. Je pense qu'on peut commencer déjà par ceux qui nous sont déjà familiers. La question du cadre sanitaire. Donc, concernant le cadre sanitaire, lors de l'ordonnance du 1er juin 2021, je soutenais que le protocole sanitaire était un guide de recommandation et de bonne conduite et qu'il n'avait par conséquent aucun caractère normatif. En ce qui concerne le cadre sanitaire, le Conseil d'État semble avoir une position différente, ou en tout cas, les considérants qui qualifient le caractère normatif du cadre sanitaire sont beaucoup plus précis, puisqu'il est clairement reconnu au considérant 24 de cette ordonnance que le cadre sanitaire peut avoir des effets notables, des effets importants sur les enfants scolarisés ainsi que sur les parents d'élèves. Donc, le Conseil d'État reconnaît qu'effectivement, ce n'est pas simplement de la poésie ou de la philosophie, c'est concrètement un acte normatif qui peut avoir des conséquences juridiques importantes pour les élèves et pour les parents d'élèves. Donc là-dessus, effectivement, cette ordonnance du 16 novembre est beaucoup plus claire que celle du 1er novembre, que celle du 1er juin, excusez-moi, ce qui signifie plusieurs choses. Le protocole sanitaire peut être annulé, le cadre sanitaire peut être annulé. Deuxième chose, le cadre sanitaire constitue le fondement des décisions d'exclusion prises par les chefs d'établissement à l'encontre d'élèves pour non-respect, par exemple, du pass sanitaire ou non-respect du port du masque dans les établissements scolaires. Et troisième conséquence, le cadre sanitaire est soumis à ce qu'on appelle le principe de l'égalité, c'est-à-dire que les règles qui sont supérieures au cadre sanitaire s'imposent à ce dernier. Donc, nous verrons sur le fond ce que le Conseil d'État nous dira au regard donc des arguments juridiques que nous avons soulevés à l'encontre de ce cadre sanitaire. Deuxième intérêt concernant donc l'appréciation des chefs d'établissement et des médecins référents sur les certificats médicaux préconisant une contre-indication au port du masque. L'argumentaire de l'administration, c'est de nous dire la chose suivante. Il faut une situation de handicap comme l'exige l'article 2 du décret. Et cette situation de handicap répond à une définition particulière qui est dans le Code de l'action sociale et des familles. Alors cette disposition, bien entendu, on considère qu'elle n'est pas applicable pour les motifs qui sont les suivants. Premier motif, en fait, nous, on est dans le cadre juridique de l'article 36. Et donc, l'article 2 du décret étant une disposition générale, puisqu'elle concerne l'ensemble des mesures sanitaires, eh bien, les règles spéciales dérogent aux règles générales. Donc, l'article 2 excite, celui-ci ne nous concerne pas. Deuxième chose, la situation de handicap n'est pas exigée par le décret donc, du 1er juin 2021. C'est simplement une situation de handicap qui est préconisée par le cadre sanitaire. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que le cadre sanitaire respecte les règles qui lui sont supérieures. Si le décret n'a pas préconisé une situation de handicap répondant à des conditions particulières, il n'y a pas lieu d'aller plus loin dans l'appréciation de la situation de handicap.
Et troisième chose, le Conseil d'État confirme son ordonnance du 1er juin 2021. Il ne revient pas au chef d'établissement ni au médecin référent de porter une quelconque appréciation sur les mentions préconisées sur les certificats médicaux. En d'autres termes, quand bien même il s'agit d'un certificat de complaisance, vous devez accepter ce certificat dès lors que ce dernier préconise une contre-indication au port du masque. À charge pour les établissements scolaires de faire en sorte que l'on puisse avoir une conciliation entre les règles sanitaires générales et l'état de santé particulier de l'élève disposant d'une contre-indication médicale. Donc là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. On va pouvoir utiliser cette ordonnance pour rappeler aux établissements scolaires qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, notamment lorsqu'ils sont confrontés à des certificats médicaux qui leur sont présentés par des parents d'élèves. Les moyens intéressants dans cette ordonnance et qui n'étaient pas présents dans l'ordonnance du 1er juin sont les suivantes. Concernant le pass sanitaire, au 1er juin 2021, lorsque le Conseil d'État s'est prononcé sur notre premier recours, ce dernier n'existait pas. Nous avez même soutenu qu'il n'existerait jamais et qu'en tout cas, il ne concernerait au grand jamais une quelconque activité de la vie courante. Donc, effectivement, le Conseil d'État ne s'est jamais prononcé sur cette question avant, bien entendu, notre recours pour les enfants, recours qui nous apprend quand même quelques éléments intéressants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'association Enfance et Liberté, nous avons plaidé pour un panel de parents représentant toute une série de problématiques juridiques. Ces parents, qui étaient une dizaine, et représentés indirectement, auraient été plusieurs milliers de parents confrontés exactement aux mêmes problématiques. Donc, nous avions dans nos requérants deux situations intéressantes. Première situation, nous avions un étudiant qui, âgé de 12 ans, était en sport-études et à ce titre était amené à se rendre au stade au moins 5 fois par semaine pour ses entraînements. Le stade, comme vous le savez, font partie de ces établissements recevant du public qui doivent appliquer le pass sanitaire. Question, est-ce que l'on doit appliquer le pass sanitaire pour cet élève qui pratique une activité sportive dans un établissement soumis au pass sanitaire, mais dans le cadre de ses activités éducatives? Le Conseil d'État nous dit que non, il n'est pas soumis à pass sanitaire. Et en effet, le Conseil d'État, dans son considérant 14, alors je fais une petite parenthèse, mais je ferai une analyse juridique très précise de l'ordonnance et j'en ferai des articles juridiques que nous mettrons sur mon site à disposition. Chacun pourra donc consulter l'ordonnance qui est ici présente et chacun pourra la lire également. Le considérant 14 nous dit quoi? Nous dit que, effectivement, dans les activités scolaires et périscolaires, il n'y a pas de pass sanitaire, y compris dans les établissements dans lesquels habituellement on applique un pass sanitaire. Donc, pas de pass sanitaire pour le sport-études dans un stade, quand bien même on appliquerait le pass sanitaire dans les stades. Donc, c'est bien de le rappeler. Le Conseil d'État, d'ailleurs, nous dit, c'est pareil pour les piscines, les gymnases, les stades, les conservatoires. Donc, on va pouvoir utiliser, pareil, cette ordonnance pour rappeler aux établissements scolaires et aux chefs d'établissement de ces lieux soumis à pass sanitaire qu'il y a des exceptions. En revanche, lorsque vous êtes dans une formation professionnelle, et qu'à ce titre, dans le cadre de votre formation professionnelle, vous êtes amené à faire des travaux pratiques ou des stages dans des activités qui sont soumises habituellement à pass sanitaire, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de distinction. Vous êtes également soumis à pass sanitaire dès lors que vous avez plus de 12 ans. Donc ici, pour eux, effectivement, la situation est moins favorable. Comme le dit le Conseil d'État, c'est son considérant 16, la circonstance que la formation professionnelle ou l'apprentissage des élèves s'effectue dans une structure où les professionnels sont tenus de détenir le pass sanitaire ou sont soumis à l'obligation vaccinale, les élèves sont soumis également aux mêmes obligations. Donc, on voit que cette solution, c'est une victoire en demi-teinte, puisque il y a quand même une précision de cet article 47-1 qui est bienvenue, mais malheureusement, on ne va pas au bout du raisonnement, puisque pour les stages et les formations professionnelles, il y aura quand même un pass sanitaire. Concernant l'obligation du masque. L'obligation du masque, alors je reprends, c'est les premiers considérants de cette ordonnance. Concernant donc l'obligation du port du masque, nous avions dans nos requérants une jeune fille qui faisait une réaction cutanée extrêmement importante au port du masque prolongé, puisque
C'était notamment une personne qui était adolescente, donc avec tous les problèmes d'acné qu'on peut avoir à cet âge, et ce problème d'acné qui était accentué par le port du masque prolongé, 5 jours par semaine, plus de 8 heures dans la journée. Cette personne donc faisait l'objet d'une réaction cutanée extrêmement importante et disposait à ce titre d'un certificat médical de contre-indication. Le Conseil d'État va nous apporter quelques éléments de réflexion qui, à mon sens, vont vous laisser pantois. Premier élément de réflexion, le Conseil d'État estime que les réactions cutanées ne font pas partie des contre-indications au port du masque, ou en tout cas des éléments scientifiques permettant de considérer que le port du masque ne serait pas nécessaire, proportionné et adapté. Alors, je vais essayer de reprendre et de retrouver effectivement cet élément-là, puisque c'était un argument que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Alors, intéressant non pas parce qu'ils avaient raison, mais intéressant parce que ça démontre bien quand même qu'en réalité, on fait un peu tout et n'importe quoi, et que lorsqu'on a envie de rejeter un argumentaire qui est, on va dire, basé sur la logique et le caractère cartésien de la réalité, eh bien, on est prêt à nous sortir tout et son contraire pour donner raison finalement au gouvernement. Alors, si je peux retrouver ce considérant. Voilà. Le considérant 9 nous dit que dans sa note d'alerte du 20 août 2021, le Conseil scientifique, toujours le même, indiquait qu'en l'absence de vaccination des enfants de moins de 12 ans, la circulation du variant Delta à transmissibilité accrue du virus SARS-CoV-2 faisait redouter une épidémie pédiatrique, ces enfants devenant la principale population susceptible d'être infectés, mais de transmettre le virus, que les enfants étaient susceptibles de développer, certes dans de rares cas, bon, ça c'est quand même bien qu'ils nous disent que ce n'est pas la population la plus à risque, dans de rares cas, des complications graves liées au virus, identifiées sous le nom de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, que des interrogations subsistaient sur la fréquence, la durée et l'intensité des manifestations de type Covid long. Bon, bref, ça veut dire, on n'en sait rien. C'est ça que ça veut dire. Donc, l'idée du port du masque, dans son avis du 13 septembre 2021, le même conseil scientifique fait état de l'importance de l'usage du masque. Encore une fois. Dans son avis, donc, il nous dit que l'accès à une scolarité la plus normale possible, c'est-à-dire un nombre de jours de classe perdu le plus limité possible, la prévention des risques pour la santé mentale des mineurs dans une société sous tension du fait de la pandémie, avec des conséquences pédopsychiatriques marquées depuis l'automne 2020, il était donc important de préconiser le port du masque. En d'autres termes, le port du masque est moins pire que le mal contre lequel on est censé lutter. Et au titre donc de cette lutte, eh bien, effectivement, les infections cutanées ne sont pas considérées comme étant des motifs suffisants pour écarter le port du masque. Encore une fois, et là c'est le plus intéressant, le même conseil scientifique, et le Conseil d'État le reconnaît, il n'existe pas d'étude d'impact concernant le port du masque prolongé sur des enfants, plus de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et à ce titre, je pense que c'est un aveu du Conseil d'État. Ce dernier nous indique que pour rejeter notre recours, il se base sur un avis du Haut Conseil de la Santé publique du 29 octobre 2020. 29 octobre 2020, nous sommes donc en novembre 2021 lorsque nous plaidons ce dossier. Un an plus tard, que savons-nous donc des effets néfastes du port du masque prolongé sur la population infantile? Rien. Rien de plus, en tout cas, en ce qui concerne, bien entendu, les autorités sanitaires nationales, puisque, bien entendu, il y a déjà eu un certain nombre d'études qui ont été mises en place par un certain nombre d'autorités pédiatriques qui ont déjà indiqué que, effectivement, le port du masque pouvait présenter un certain nombre d'effets néfastes. Restait à déterminer sur la durée quels étaient ces effets néfastes et si ces effets néfastes allaient durer dans le temps. Mais en d'autres termes, il n'est pas contesté sérieusement qu'il n'existe pas d'effet néfaste. Bon, là, ici, le Conseil d'État n'en tient pas du tout compte et va se baser sur cet avis d'octobre 2020. C'est un peu léger, mais je pense que ça permet aussi d'acter. C'est ça qui est important et je pense que les gens doivent le comprendre. Ça permet aussi d'acter le fait que, effectivement, dans la littérature, l'histoire est en train de s'écrire. Et dans la littérature, on pourra retrouver cet argumentaire. Et on pourra dire, dans 10 ans, dans 20 ans, effectivement, ce qui s'est passé est de nature à engager potentiellement la responsabilité de l'État. Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui.
on fait une comparaison avec des éléments assez proches de nous. Je pense notamment à la situation des harkis qui ont été effectivement délaissés par l'État français lors de la crise algérienne, la guerre d'Algérie, comme on l'a appelé à partir de 1995. La guerre d'Algérie, effectivement, a conduit en 2018 le Conseil d'État à reconnaître la responsabilité de l'État français dans le traitement des harkis. Donc on voit qu'il a fallu du temps, mais effectivement, on a reconnu cette responsabilité de l'État français. Je pense que pour la crise sanitaire, ce sera exactement la même chose. Sauf que pour reconnaître a posteriori la responsabilité de l'État français, potentiellement dans 1 ou 2 décennies, eh bien aujourd'hui, il faut acter l'histoire, il faut l'acter, et c'est ce qu'on est en train de faire avec Enfance et Liberté, puisque eh bien, on a noir sur blanc le fait qu'il n'y a pas d'études d'impact, qu'il n'y a pas eu d'études d'impact depuis 1 an, que le seul argument scientifique national, en tout cas reconnu par une autorité légitime, c'est celui de l'avis du Haut Conseil de la Santé publique du 29 octobre 2020 et que depuis, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas plus de choses sur les conséquences néfastes du port du masque prolongé sur la population infantile. Voilà de quoi vous laisser pantois, puisque, en effet, c'est quand même un peu léger, compte tenu, comme on l'avait démontré dans ce dossier, des potentiels effets cutanés que cela peut avoir pour certains enfants. Et je n'évoque même pas toutes les difficultés que cela peut entraîner pour bien d'autres enfants que je représente dans d'autres dossiers concernant des contre-indications au port du masque qui sont systématiquement refusées par les établissements scolaires. Voilà Et, à peu près ce que l'on pouvait dire sur cette ordonnance. ce qui est en plus dramatique, enfin, problématique concernant cette responsabilité de l'État, c'est qu'il y a aussi, on va dire, les conséquences directes, vous l'avez dit, avec les éruptions cutanées. Parfois, on a entendu parler aussi de malaise et tout ça, mais il y a aussi des conséquences psychologiques et sur l'apprentissage. Bien Et sûr. on avait eu, il me semble, une étude faite par une pédiatre au CHU de Toulouse, ou de Toulon, je ne sais plus, il me semble, il faut le vérifier, mais du coup, qui montrait qu'il y avait aussi, comment dire, une baisse des capacités cognitives qui était associée aux Ouais. restrictions sanitaires et du port du masque. Et ça montre aussi, voilà, comment dire, qu'en soi, que le Conseil d'État acte le fait que l'État a pris des décisions en sachant pertinemment qu'il pourrait y avoir des conséquences à long terme, mais qu'il n'en a pas tenu compte. Est-ce que ça pourrait être reproché plus tard dans un procès en justice? Après, la question de l'annulation des décisions prises durant l'état d'urgence sanitaire va se poser la question, donc, d'une part, de leur légalité, c'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, le Conseil d'État peut très bien reconnaître que certaines dispositions étaient illégales. C'est le cas notamment pour la mise en bière immédiate qui a été annulée, je le rappelle, le 22 décembre 2020 suite à un recours que mon cabinet a engagé. Donc ça veut dire que concrètement, il y a des mesures prises durant la crise sanitaire qui peuvent être disproportionnées, illégales et qui pourront être annulées. Ça, c'est une réalité. C'est ce qui va certainement se passer pour un certain nombre de dispositions parce que, comme vous le voyez bien, comme on fait feu de tout bois, comme on tire dans tous les sens, à un moment donné, on va forcément finir par toucher quelque chose. Donc, à mon sens, on va forcément réussir à annuler certaines dispositions que nous avons attaquées. Ça, c'est certain. Maintenant, la question, c'est quelles seront ces dispositions et quelle sera l'ampleur de l'annulation. Est-ce que ce sera une annulation sur le fond? Est-ce que ce sera une annulation sur la forme? Est-ce que ce sera finalement une question de degré plus que de nature, en d'autres termes? Donc, on va bien finir par avoir des annulations. Après, la question du contentieux de la légalité va se poser la question du contentieux de la responsabilité. C'est un contentieux qui viendra par la suite. Ce contentieux de la responsabilité, il pourra être engagé sur soit la responsabilité pour faute, l'État a commis une faute et il est responsable, soit, comme on le connaît dans un certain nombre de régimes, la responsabilité sans faute, c'est-à-dire que la faute est indifférente et il existe un préjudice qui remplit certaines caractéristiques, et ce préjudice, il faut l'indemniser. Et que ce soit un préjudice résultant d'une faute de l'État ou d'une activité de l'État qui a conduit à ce dommage sans pour autant qu'il y ait une faute, ça, c'est tout à fait possible dans la littérature administrative. Seule difficulté, c'est qu'il sera beaucoup plus facile d'engager la responsabilité de l'État si nous avons démontré préalablement qu'il y avait une illégalité. Et donc, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de nos recours, c'est de démontrer, attention, vous avez commis une illégalité, cette illégalité est toujours une faute. Et cette faute est de nature à nous entraîner une réparation si on arrive bien entendu à démontrer que notre préjudice
résulte bien entendu de l'activité fautive du gouvernement, ce qui, à mon sens, ne sera pas très difficile à faire pour de potentiels désordres psychiques ou physiques subis par des enfants plusieurs années suite à ces mesures sanitaires prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Donc, c'est tout l'enjeu des recours que l'on fait aujourd'hui. Et c'est en effet ce qu'on a vu, ce qu'on a pu voir dans d'autres scandales sanitaires auparavant, c'est-à-dire que comment dire, les conséquences juridiques sont arrivées plusieurs mois, plusieurs années, parfois plusieurs dizaines d'années après. Et en effet, ce que vous dites, c'est que même si voilà, vous comme d'ailleurs vous, d'autres confrères, essuyez malheureusement des échecs en contestant les restrictions sanitaires, les éléments qui sont apportés par les décisions pourront servir plus tard. Je voulais revenir sur ma première question que je vous ai posée au début de l'entretien. La décision a été rendue du coup presque, enfin même pas presque, hein, 2 semaines après votre audience. On a déjà eu voilà, des délais assez longs dans cette période sanitaire. Est-ce que selon vous, ce délai-là est problématique? Qu'est-ce que ça dit aussi du fonctionnement de la justice aujourd'hui? Alors, le délai n'est pas anormal en ce qui concerne l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que concrètement, depuis le mois de mars 2020, compte tenu des très nombreux recours qui sont portés devant la juridiction administrative, on est sur des délais qui sont tout à fait normaux. Il n'y a pas de là-dessus. Je crois qu'à peu près dans toutes les décisions, dans tous les recours que j'ai faits, c'est à peu près le délai qu'on a effectivement actuellement. Ça démontre une chose, ça démontre que la juridiction administrative est quand même assez débordée. D'ailleurs, on sait que sur le bilan de l'activité 2020, il y avait déjà fait état d'une augmentation exponentielle de l'activité et on sait que l'État est en train d'embaucher grandement au Conseil d'État et dans les juridictions administratives parce que ces derniers sont débordés. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit peu une aparté, mais aujourd'hui, il est clair que les citoyens, compte tenu des dernières restrictions qui ont été annoncées ce midi, donc nous sommes le 25 novembre 2021, ce midi, Olivier Véran a annoncé de nouvelles restrictions. Il est évident qu'il faut les suivre à la culotte. Il faut les suivre à la culotte et les citoyens ont tout intérêt à engager un certain nombre de recours pour contester ces mesures. Alors que l'on gagne ou que l'on perde, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est que ce soit acté dans une décision de justice que quand on impose à votre enfant 5 jours par semaine, 8 heures par jour, le port du masque, et bien que ce soit acté qu'effectivement, il n'y a pas d'étude d'impact, qu'on n'a aucune connaissance sur les effets néfastes ou positifs du port du masque et que le seul avis sur lequel on se repose, c'est un avis qui date d'il y a plus d'1 an, avant même que l'on ait imposé et généralisé le port du masque en population infantile. C'est marqué noir sur blanc. C'était exactement la même chose lorsque on a demandé au Conseil d'État, et notamment à l'État, de fournir un certain nombre de masques, de gants, de blouses et de produits en tout genre pour que les personnels soignants puissent lutter lors de la première vague dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Eh bien, le Conseil d'État a reconnu noir sur blanc qu'il n'y avait pas de masque. Et donc ça, mine de rien, c'est marqué aujourd'hui, on ne pourra pas le contester, que l'État français a failli dans sa mission de protection de la santé publique de ses personnels soignants parce qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de stratégie sur la lutte contre les épidémies respiratoires et donc on a été pris de court parce que nous ne disposons pas d'une souveraineté en ce qui concerne bien entendu les matières premières en matière de soins. Donc ça, c'est marqué noir sur blanc. Donc aujourd'hui, je pense que les gens doivent vraiment s'emparer de ces recours. Ces recours peuvent être ce qu'on appelle les recours collectifs, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, on a technologiquement, en tout cas, la possibilité de faire des requêtes individualisées dans un temps record. Notamment, je me permets de placer parce que ça va avoir son importance dans les prochaines semaines. Mon site internet a mis à disposition des formulaires de requêtes qui permettent, grâce à cette plateforme, de générer des requêtes individualisées. À compter du moment où vous avez choisi la formule que vous souhaitiez souscrire pour engager votre recours, il faut compter à peu près un délai de 24 heures pour engager la requête. Et vous disposez quasiment au moment du paiement d'une requête qui est déjà pré-rédigée et qui va ventiler toute une série d'arguments en fonction des réponses que vous allez lui apporter. Donc, on a réussi à concilier les deux meilleurs des deux mondes, c'est-à-dire la requête individualisée et à la fois le recours collectif, parce que nous allons submerger les juridictions administratives, mais à travers des requêtes individualisées
qui contraindront les juges à répondre véritablement aux arguments qui leur sont soumis, et non plus par une ordonnance de rejet mise en place par les juges, répondant systématiquement de la même façon à tous les requérants. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un outil dont les citoyens doivent s'emparer. Et enfin, dernière question, je voulais vous demander, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? C'est-à-dire que, est-ce que vous vous dites, bon, c'est le jeu, on a perdu, voilà, c'est normal après cette audience, ou est-ce que cela vous amène à vous inquiéter de l'état des contre-pouvoirs en France? Un peu les deux. C'est-à-dire que, premièrement, je n'espérais pas une victoire devant le Conseil d'État. Pour quelle raison? La première raison, c'est que politiquement, il est évident que si demain on gagne devant le Conseil d'État, c'est un désaveu manifeste de la politique gouvernementale. Or, est-ce qu'il revient véritablement au Conseil d'État de désavouer la politique menée par un gouvernement qui a été mené, en tout cas légitimement, au pouvoir? Et donc, vous le savez, en démocratie, ce n'est pas le régime le plus parfait, mais l'expression de la volonté générale à travers le vote, c'est une légitimité démocratique qui est une sorte d'onction populaire accordée à nos gouvernants. Donc, il faut distinguer quand même le rôle du gouvernement et le rôle du Conseil d'État. Il ne faut pas que le Conseil d'État vienne gouverner à la place du gouvernement. Ce n'est pas son rôle. Donc, déjà, on sait que la marge de manœuvre du Conseil d'État est assez limitée. En revanche, il est vrai que sur les solutions juridiques rendues par le Conseil d'État, on a des solutions qui sont quand même assez timides. C'est-à-dire que, véritablement, on pourrait avoir un rejet de nos ordonnances, mais avec des considérants qui soient beaucoup plus critiques à l'égard du gouvernement. C'est ce qu'on appellerait une sorte d'obiter dictum, c'est-à-dire une sorte de hors-sujet. Le Conseil d'État pourrait très bien, à l'occasion d'un considérant, rappeler quand même qu'il y a un certain nombre de problématiques et de cette manière ajouter des conditions et des garde-fous dans les décrets qui régissent la vie de 66 millions de citoyens. Et on peut quand même regretter qu'effectivement, les conseils d'État n'aient pas ce courage qui leur permettrait à la fois donc, de ne pas contrecarrer de manière frontale le gouvernement, tout en étant un peu le gardien des libertés fondamentales, le rôle quand même qui lui revient de par la Constitution, en vertu de sa mission de contrôle de la légalité des actes administratifs. Et du coup, vous l'avez évoqué en effet, les dernières mesures annoncées par le gouvernement, notamment l'instauration de la troisième dose dans le pass sanitaire à compter du 15 janvier, il me semble. Est-ce que voilà, c'est des décisions que, selon vous, il faut encore contester devant les tribunaux? Bien sûr. Bien sûr qu'il faut les contester. Alors, d'une part, parce que, effectivement, il y a une inversion totale des valeurs. Maintenant, je pense que les gens ont bien compris, hein. C'est un abonnement vaccinal, hein. D'accord? C'est très clair, hein. C'est un abonnement vaccinal que vous venez de souscrire. Donc, déjà, il y a le sentiment quand même de bien s'être fait avoir pour ceux qui ont cédé aux 2 doses pour retrouver une vie normale, puisque finalement, ils seront soumis aux mêmes restrictions et tous les 6 mois, il va falloir qu'ils aillent s'injecter un produit expérimental pour faire ce qu'ils pouvaient faire auparavant sans ce produit expérimental. Donc, c'est quand même une très belle arnaque à la fois intellectuelle et juridique. Donc, effectivement, je pense qu'il faut faire un recours. Il faut les talonner à la culotte parce que si nous ne contestons pas systématiquement toutes les mesures qui sont prises, eh bien, cela veut dire qu'il n'y a véritablement aucun contre-pouvoir qui serait susceptible d'inquiéter, au moins inquiéter, le gouvernement face aux mesures qu'ils ont prises. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que on nous traitera peut-être de complotistes, mais toutes les mesures qui sont mises aujourd'hui en place, elles ont été plus ou moins déjà prédites par un certain nombre de confrères, et notamment mon cabinet, qui avait déjà expliqué qu'à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage du pass sanitaire, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est ça, et en fait, si jamais on ne conteste pas, finalement, on considère que tout ça est normal, quoi. Et même si on n'arrive pas à contester de manière effective, le fait de contester, ça montre que, voilà, que certaines La, la personnes, une partie de la population. non-contestation, la non-contestation est une sorte de consentement. Contester en justice, dès lors qu'il n'existe pas de vote avant les élections présidentielles et les élections législatives, c'est une façon de dire aussi qu'une partie de la population française n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. Donc ça, il est évident que, à mon sens, les tribunaux, même s'ils n'ont pas vocation à être un réservoir à scrutin,
peuvent quand même, on va dire, être une sorte d'indicateur sur l'acceptabilité ou non des normes qui sont édictées aujourd'hui par le gouvernement. Donc à ce titre, effectivement, j'invite tous les citoyens à s'emparer de ces questions. Ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est vraiment l'affaire de tous. Le combat pour les libertés, le combat pour l'égalité, ça devrait tous nous concerner. Alors certes, il y a des combats aussi honorables, hein, le combat pour l'égalité homme-femme, le combat contre la violence faite aux femmes, le combat pour l'environnement, mais pour moi, je refuse d'avoir une hiérarchisation entre ces combats. Et puis, on peut très bien aller marcher contre la violence et en même temps se battre pour les libertés et l'égalité devant les prétoires. L'un n'exclut pas l'autre. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, j'invite tous les citoyens qui sont quand même soucieux de la tangente dans laquelle nous sommes en train de nous engager au regard de la gestion de la crise sanitaire, à s'emparer des outils juridiques que nous mettons à disposition, mes confrères et moi-même dans le cadre de cette crise, afin de pouvoir mener devant les juridictions le combat de la liberté et de l'égalité. Eh ben, et on va finir sur cette très belle conclusion. Merci, Maître Guillaume. Merci à vous.